je suis accompagné du secrétaire d'État Antony Blinken. Merci beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui. Cette marche, à moins de 120 000 de Moscou pour Goshen, puis s'est brusquement arrêtée, a fait demi-tour hier après-midi. Ce qui s'est passé? Pourquoi? Dana, nous ne le faisons pas. Ayez des informations complètes, évidemment, et il est trop tôt pour dire exactement où cela va mener. Et je soupçonne que c'est une image animée et nous n'avons pas encore vu le dernier acte. Mais nous pouvons dire ceci. Tout d'abord, ce que nous avons vu est extraordinaire et je pense que vous avez vu émerger des fissures qui n'existaient pas avant le premier en faisant en sorte que la progression se lève au premier plan et remette en question les prémices même de l'agression russe contre l'Ukraine pour commencer. L'argument selon lequel, d'une manière ou d'une autre, l'Ukraine ou l'OTAN constituaient une menace pour la Russie et une menace directe. Défi à Poutine lui-même. Alors pensez de cette façon. Il y a 16 mois, les forces russes étaient aux portes de Kiev, en Ukraine, pensant qu'elles allaient prendre la ville en quelques jours, effacer le pays de la carte. Maintenant, ils devaient se concentrer sur la défense de Moscou, la capitale russe, contre les mercenaires de la propre fabrication de Poutine. Cela soulève donc de nombreuses questions profondes qui trouveront une réponse, je pense, dans les jours et les semaines à venir. Je comprends que c'est vraiment un mouvement dans une situation fluide. Une chose que le sénateur Marco Rubio a dit, c'est qu'il est bien sûr l'un des meilleurs républicains du renseignement. Comité. Il dit que les hauts responsables militaires en Russie ont peut-être été remplacés afin de faire reculer Ferguson. Y a-t-il des militaires de haut niveau parmi de nombreux hauts responsables militaires, pardonnez-moi, comme le ministre de la Défense, qui ont été évincés pour autant que les États-Unis le sachent? Nous on n'a pas encore vu ça. Mais encore une fois, je pense que nous verrons cela se dérouler davantage dans les jours et les semaines à venir. Il n'y a pas de secret sur le fait que la progression était très critiquée par les dirigeants militaires, le ministre de la Défense, le chef des forces armées. Alors, comment cela se déroule maintenant en termes de personnel? Tout cela reste à voir. Nous nous concentrons intensément sur l'Ukraine et nous veillons à ce que l'Ukraine continue d'avoir ce dont elle a besoin pour se défendre et reprendre le territoire dont les Russes se sont emparés au cours des 16 derniers mois. Et nous sommes très concentrés sur le maintien de l'unité d'objectifs et d'action qui a été la marque du succès de l'Ukraine à ce jour. Le président a réuni non seulement le cabinet de sécurité nationale hier, mais a également réuni des dirigeants parmi nos principaux alliés et partenaires. Il a demandé au reste d'entre nous de se déployer, de s'engager. Tous nos alliés et partenaires pour s'assurer que nous nous coordonnions étroitement et que nous restions concentrés sur l'Ukraine, sur les efforts qu'ils déploient pour reprendre le territoire que la Russie leur a pris. Je comprends cela, mais juste un dicton sur Vladimir Poutine pendant une minute, croyez-vous que c'est le début de la fin pour Vladimir Poutine? Je ne veux pas spéculer le dessus. Il s'agit avant tout d'une affaire intérieure pour la Russie. Ce que nous avons vu est ceci cependant. Nous avons vu cette agression contre l'Ukraine devenir un échec stratégique à tous les niveaux. La Russie est plus faible économiquement, militairement. Il est debout dans le monde à chuter. Il a réussi à détourner les Européens de l'énergie russe. Il a réussi à unir et à renforcer l'OTAN avec de nouveaux membres et une alliance plus forte. Il a réussi à s'éloigner de la Russie. Et unir l'Ukraine comme jamais auparavant. Ceci n'est qu'un chapitre ajouté à un très mauvais livre que Poutine a écrit pour la Russie. Mais ce qui est si frappant, c'est qu'il est interne. Le fait que vous ayez de l'intérieur quelqu'un remettant directement en question l'autorité de Poutine, remettant directement en question les prémices sur lesquelles il a lancé cette agression contre l'Ukraine. C'est en soi quelque chose de très puissant. Il ajoute des fissures là où ceux-ci vont quand ils y arrivent. Trop tôt pour le dire, mais cela soulève clairement de nouvelles questions auxquelles Poutine doit faire face. Vous avez parlé de l'Ukraine. Bien sûr, l'Ukraine a lancé des contre-attaques simultanées contre plusieurs fronts russes. Pendant que tout cela se passait, quelle est votre compréhension des derniers événements sur le terrain en Ukraine et pourront-ils profiter du chaos sur le champ de bataille? Dans quelle mesure les États-Unis et leurs alliés, l'OTAN se penchent-ils dans le chaos pour en profiter? Ce sont donc les premiers jours de la contre-offensive. Cela va se jouer sur des semaines. Peut-être même au fil des mois, les Ukrainiens ont en main ce dont ils ont besoin pour réussir. C'est difficile. C'est un terrain difficile. Les Russes ont mis en place de nombreuses défenses ces derniers mois en prévision de cette contre-offensive, mais elles progressent. Et dans la mesure où la Russie est maintenant distraite, Poutine doit s'inquiéter de ce qui se passe à l'intérieur de la Russie autant qu'il doit s'inquiéter de ce qu'il essaie de faire, sans succès.
Et en Ukraine, je pense que cela crée un avantage supplémentaire dont les Ukrainiens peuvent profiter. Mais, quoi qu'il en soit, ils avancent. Ils ont un plan clair. Ils le poursuivent. Eh bien, et le ministre ukrainien des Affaires étrangères, je sais que vous avez entendu cela. Il dit qu'il est temps pour les États-Unis et d'autres de mettre le pied sur l'accélérateur, de donner à l'Ukraine tout ce dont elle a besoin pour en finir. Est-ce que ça va arriver? Eh bien, j'ai parlé à mon ami et homologue de Dmitry Kalva hier. On se parle assez régulièrement. Et tout au long de notre travail, nous avons veillé à ce que les Ukrainiens aient ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin pour faire de leur mieux sur le terrain. Nous continuerons de le faire. Nous nous concentrons sans relâche sur cela. Il y a une formidable unité de objectifs et unité d'action parmi des dizaines de pays que, grâce au leadership du président, nous avons réunis et maintenus ensemble et nous continuerons à le faire. Secrétaire Blinken, la Russie possède près de 6 000 armes nucléaires, le plus grand stock au monde. Cette situation a bien révélé que cette très grande puissance nucléaire fait face à une grande instabilité. Êtes-vous sûr que les armes nucléaires sont sécurisées? Et plus généralement, dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par l'instabilité de la Russie en ce moment? Chaque fois que vous avez un grand pays comme la Russie qui présente des signes d'instabilité, c'est quelque chose qui vous préoccupe. C'est quelque chose sur lequel nous nous concentrons bien sûr en ce qui concerne leurs armes nucléaires. Nous n'avons vu aucun changement dans leur posture et nous n'avons apporté aucun changement à notre propre posture. Mais c'est quelque chose, bien sûr, que nous examinons très attentivement. À propos de Vladimir Poutine l'année dernière, le président a déclaré « Pour l'amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir ». Est-ce toujours la position américaine? Ce sont des décisions pour le peuple russe, et tout ce chapitre est une affaire interne. Cela a évidemment de profondes répercussions en dehors de la Russie, y compris potentiellement en Ukraine. Mais fondamentalement, c'est une affaire russe. Ce n'est pas notre affaire. Notre objectif n'est pas de choisir les dirigeants russes. C'est au peuple russe de décider. Et nous n'avons aucun problème avec le peuple russe. Au contraire, ce qui est l'une des nombreuses tragédies de ce que Poutine a fait en Ukraine, c'est ce qu'il a fait au peuple russe. Et vous devez vraiment vous demander, en quoi cela améliore-t-il la vie des Russes? Bien sûr que non. Cela les a aggravés. Mais ce sont des questions que les Russes doivent résoudre par eux-mêmes. Je dois vous poser des questions sur la Chine. Vous venez d'aller à Pékin la semaine dernière. C'était une tentative d'aplanir les relations effilochées avec la Chine. 2 jours plus tard, le président Biden appelle Jinping un dictateur, ce qui a tellement irrité la Chine qu'elle a adressé une réprimande diplomatique officielle à l'ambassadeur américain. Le président a-t-il eu tort d'appeler Xi Jinping un dictateur? Dana, c'est très clair quand il s'agit de la Chine. Nous allons faire et dire des choses qu'ils n'aiment pas. Ils vont faire et dire des choses que nous n'aimons pas. Si vous regardez ce qui en sort, le ministère chinois des Affaires étrangères parle chaque jour des États-Unis. Vous en entendriez beaucoup. Mais le but du voyage sur instruction du président était d'essayer d'apporter un peu plus de stabilité à la relation, de démontrer que nous nous engageons à la gérer de manière responsable, ce qui est vraiment une obligation pour nous et une attente que les pays à travers le monde ont, et pouvoir traiter très directement nos différences. Il n'y a pas de secret sur ces différences. Il n'y a pas de secret sur les préoccupations que nous avons au sujet de la démocratie. À propos des droits de l'homme, à propos de certaines des actions que la Chine entreprend dans le monde. Et être capable d'avoir des lignes de communication meilleures, plus solides et soutenues signifie que nous pouvons parler directement de ces différences. Nous pouvons les résoudre là où nous le pouvons, mais à tout le moins éviter les malentendus, éviter les erreurs de calcul. C'est le moyen le plus rapide de passer de la compétition dans laquelle nous sommes à un conflit que nous voulons éviter. Je pense donc qu'à ces conditions, la visite a été positive. Et encore une fois, l'une des choses que j'ai dites aux Chinois, c'est que nous allons continuer. Faire des choses et dire des choses que vous n'aimez pas. Est-ce que tout comme vous allez faire la même chose et nous travaillerons à travers eux. Croyez-vous que Jinping est un dictateur? Le président parle clairement. Il parle franchement. Je travaille pour lui depuis plus de 20 ans et il parle pour nous tous.